Thinking, qu'est-ce que c'est? Alors, j'imagine que vous avez eu dans votre parcours professionnel des moments où des projets ont mis énormément de temps à se lancer. J'imagine également qu'il y a eu des projets sur lesquels vous avez travaillé longtemps, sur lesquels vous êtes investi et malheureusement qui n'ont pas vu le jour, voire même pire, qui sont allés à la poubelle. Alors là, on est dans un état d'esprit assez frustrant, n'est-ce pas? Donc, le design thinking, ça va permettre justement de répondre à ce genre de problématiques. Alors, le design thinking, c'est une approche de l'innovation qui va permettre de créer les conditions de la créativité, de la collaboration et de l'expérimentation. C'est une méthode qui va résoudre des problèmes et qui va aussi surtout s'intéresser aux besoins, aux objectifs de vos utilisateurs. Alors, d'un point de vue un petit peu historique, le design thinking a été démocratisé par l'agence IDEO dans les années 90, qui est une agence d'innovation américaine très connue. Et en fait, elle s'est appuyée sur les méthodes, sur les pensées des designers de l'époque, afin de, justement, comme on l'a vu, comme ce qui est écrit, colorer les projets de la philosophie agile et créative des designers. Donc agile, ça veut dire que pour une organisation, elle va être très réactive et elle va pouvoir répondre rapidement à ses projets. Alors, le design thinking va s'appuyer sur trois piliers fondamentaux, à savoir l'humain, premièrement. Donc, toute la démarche est centrée sur l'humain. Il est au centre de toute la procédure. On va s'intéresser à ce qu'il pense, à ce qu'il dit, à ce qu'il ressent. Après, on va avoir l'intelligence collective, deuxième pilier, là où on va voir que le groupe va avoir une grande importance. Plus il sera hétérogène, plus il va avoir tendance à créer de l'innovation et de la créativité. Et enfin, l'expérimentation. Comme on l'a vu précédemment, ici, on va essayer de se battre contre l'immobilisme et tout projet pensé qui sera réalisé dans cette méthode-là va essayer d'être développé le plus rapidement possible. Alors, rentrons maintenant dans le cœur de la démarche. Le design thinking, il y a plusieurs modèles. Nous, on va se focaliser sur le modèle de l'université de Stanford, donc il y a 5 étapes. Il existe plusieurs modèles avec plusieurs étapes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il va y avoir un processus qui va alterner des phases d'ouverture et de fermeture, de décentrage et de recentrage. La démarche, la voici. Elle se compose de 5 étapes, donc l'empathie, la définition, l'idéation, et enfin 2 autres étapes qui vont fonctionner en binôme, le prototype et le test. Si on rentre dans le détail, la phase d'empathie. Donc la phase d'empathie, l'empathie, si vous ne le savez pas, c'est le fait de se mettre à la place d'eux. Ici, on va essayer de se décentrer de soi-même et on va s'intéresser vraiment aux utilisateurs pour lesquels on va essayer de résoudre un problème. Donc, comme on l'a vu, on va s'intéresser à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils ressentent notamment. Et donc, du coup, là, on va essayer de récupérer un maximum de données sur ces utilisateurs. Donc, c'est une phase d'ouverture. Ensuite, on va passer sur la phase de définition, qui est une phase plus de fermeture, de recentrage. On va résumer, catégoriser toutes les informations qu'on aura récoltées sur nos utilisateurs et on va essayer de définir un problème majeur ou des problèmes majeurs et on va définir une problématique les concernant. Ensuite, je voulais vous parler, pour éviter que ça soit un peu trop abstrait, d'un cas pratique qui réunit justement la phase d'empathie et la phase de définition qui s'appelle l'immersion. Et je vais vous parler d'étudiants de l'université de Stanford qui avaient réalisé justement cette démarche-là. Ils sont partis du constat qu'ils voulaient justement revoir des couveuses à faible coût pour répondre à une problématique financière dans les pays en voie de développement et notamment au Népal. Donc ils auraient pu partir normalement sur une recherche traditionnelle et se limiter à une refonte d'une couveuse avec des produits de bon marché pour répondre à la problématique financière des pays en voie de développement. Mais non, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont initié cette phase d'immersion avec l'empathie et ils sont allés rencontrer leur public, rencontrer comment ça se passait au Népal. Donc, ils sont allés dans les hôpitaux, ils sont allés au contact du public qui avait besoin de ces couveuses au Népal et ils ont fait un constat qui a bouleversé leur vision du sujet. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des couveuses dans les hôpitaux et malheureusement, ils n'étaient pas utilisés. Alors, pourquoi ils n'étaient pas utilisés? Tout simplement parce que le public cible, qui ont besoin des couveuses, n'avait pas la possibilité de se déplacer justement dans les villes, car dans ce genre de pays, les personnes qui en ont besoin sont dans des zones rurales et il est très difficile pour eux d'aller dans les hôpitaux. Donc, ils ont défini de nouveaux besoins
qui était initialement dans les hôpitaux et qui a été transposé justement dans les habitations, là où habitaient les publics. Et ils ont défini une nouvelle problématique, c'est comment aider les jeunes, les nouveau-nés, dans leurs premiers jours, issus d'une famille défavorisée dans un milieu rural. Et grâce à cette phase d'immersion, ils ont créé un super produit qui s'appelle Embrace Infant Warmer, qui est une couveuse, mais en forme de sac de couchage qui permet de maintenir la température du bébé et qui va répondre à la problématique du pays en voie de développement d'un point de vue financier, parce que ça coûte 50 fois moins cher qu'une couveuse traditionnelle, mais qui va surtout répondre aux problèmes des utilisateurs qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Et ça, c'est un produit nomade qui a sauvé de nombreuses vies, notamment au Népal et dans d'autres pays, parce qu'ils l'ont développé aussi dans d'autres pays en voie de développement. Donc voilà un exemple de cas concret de la phase d'immersion. Ensuite, on va passer sur la phase d'idéation. Alors là, c'est une phase à nouveau d'ouverture. On va produire un maximum d'idées. C'est une phase de création. Le but, c'est vraiment de se lâcher, de partir sur de la quantité d'idées. Et après, on va se recentrer en sélectionnant les idées qui nous sembleront les plus pertinentes pour répondre à la problématique définie précédemment, selon des critères qu'on aura définis comme de faisabilité, d'éthique, de coût, etc. Et enfin, on va passer aux deux dernières étapes qui sont en binôme, le prototypage et le test. L'idée qu'on aura définie, on va la prototyper. Et puis après, on va partir, on va s'ouvrir à nouveau vers nos utilisateurs pour la tester. Et on va rentrer dans une boucle d'itération qui permettra d'avoir des retours pendant les tests de nos utilisateurs pour repartir sur une nouvelle phase de prototype avec des améliorations en fonction de ces retours et ainsi de suite entre ces deux étapes. Donc voilà la méthode et les outils du design thinking. Mais il faut savoir une chose, c'est que le design thinking, sans un état d'esprit, peut être un raccourci très dangereux parce qu'on pourra avoir une innovation qui sera tronquée. Et ça serait quand même dommage de passer à côté. Donc au niveau de l'état d'esprit, les voici. Donc la première chose, c'est garder un regard d'enfant. Un enfant va avoir tendance à se poser souvent la question « pourquoi ?» sur des choses quotidiennes, alors qu'un habitude va avoir tendance à s'habituer de ces éléments-là, même si la situation est négative. Donc, l'idée, c'est de garder ce côté curieux, de se poser des questions, pourquoi une situation amène à tel problème. Après, le deuxième état d'esprit, c'est être optimiste et être enthousiaste. Là, l'idée, bien sûr, c'est de garder un esprit agréable, tout simplement parce que c'est plus sympa de travailler dans ces conditions-là. Et en même temps, ça a été prouvé que des personnes qui étaient volontaires, dynamiques dans ce mode de comportement, avaient une création dans l'innovation beaucoup plus importante. Troisième chose, sortir de sa zone de confort. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ses habitudes, utiliser le monde, l'environnement qui nous entoure comme source d'inspiration et essayer d'avoir une pensée, ce qu'on appelle en dehors de la boîte, qui va notamment nous permettre de trouver des idées innovantes qui, initialement, on n'aurait pas éventuellement pensé. Et enfin, le dernier état d'esprit, c'est puiser dans l'intelligence collective. On l'a vu, le fait de travailler en groupe nous permet d'avoir un potentiel créatif supérieur. Et sachez une chose, c'est que lorsqu'on réunit un certain nombre de personnes, 4, 5, avec des profils différents, vous avez la capacité de création d'idées, d'innovation égale à un réel génie. Donc, il ne faut pas se priver. Voilà concernant le design thinking. J'espère que vous êtes partant pour la suite.